Bonjour Jean-Luc Larac. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette petite interview. Nous sommes au Festival de Voix Vive, 27e édition 2024, où tu étais invité aussi il y a quelques années. Oui, c'était en 2017. Oui. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu qui est Jean-Luc Larac? Alors, qui suis-je? C'est assez compliqué. Enfin non, c'est pas très compliqué. Voilà, j'écris depuis l'âge de 15 ans. Et j'en ai maintenant 73. J'ai publié pas mal de recueils, à peu près 25-26, plus des livres d'artistes, des livres pauvres, des articles dans des revues. Voilà, donc je suis tombé dans la poésie à l'âge de 15 ans avec le surréalisme. Et donc c'est une étape majeure dans mon parcours d'écriture. Et de plus en plus, je me rends compte de l'importance de l'oralité, c'est-à-dire de passer de l'écrit à l'oral. D'où ma présence dans le Festival des Voix Vives en tant qu'auditeur, en tant qu'acteur parfois, parce que je me rends compte que la parole poétique, c'est le moyen de transmettre ce que l'on a écrit. Voilà. Je suis originaire du sud de la France, dans le département de l'Aude. J'ai vécu longtemps à Toulouse et maintenant, depuis une bonne trentaine d'années, j'habite Aurillac, dans le centre de la France, le Massif central, dans un département qui, géologiquement, est un volcan. Voilà, donc mes thèmes d'écriture, j'écris à la fois sur le monde, essayant d'en retrouver la beauté parfois, mais également je me rends compte des horreurs qui s'y produisent et j'essaie de combiner cette double orientation, essayer d'exalter la beauté et en même temps dénoncer la misère, l'horreur, la guerre, etc. Enfin, rien de bien original, mais bon... il me semble que c'est aussi un des facteurs d'écriture de la poésie depuis Gilgamesh jusqu'à aujourd'hui. Et comment tu as commencé à écrire? Tu as commencé à écrire à 15 ans, comme tu dis, mais oui. Comment et pourquoi? Comment, pourquoi au début de la télévision, dans les années 60, pour moi, il y avait une émission scolaire qui avait pour titre faire découvrir des lieux, des hommes, etc. Et j'ai été fasciné par, en 66, donc j'avais 15 ans, fasciné par un reportage sur le canyon du Colorado, suite à un hommage à André Breton qui venait de décéder. Et donc le comédien qui lisait le texte, l'Ode à Charles Fourier, disait cela sur un fond de paysage du canyon du Colorado. Et donc ça m'a profondément marqué. Et donc je me suis mis en quête de la lecture des livres d'André Breton, puis des surréalistes. Et à partir de là, je me suis mis à écrire. Et comment tu écris, crées, composes, construis ta poésie? C'est le processus chez toi, le processus d'éruption poétique, comment? C'est assez compliqué parce que parfois l'écriture vient spontanément et parfois il faut un mûrissement. Je prends comme exemple un recueil que j'ai intitulé Libérante échappée, où j'ai écrit un certain nombre de poèmes à la fois sur le Portugal et sur l'Espagne. Et les poèmes sur l'Espagne, c'est un pays que je connais bien, je n'arrivais pas à écrire.
Et puis, quelques années plus tard, je suis allé au Portugal, et là, c'est venu spontanément. Et à la suite de l'écriture sur des lieux, sur des situations vécues au Portugal, comme s'il y avait un barrage qui venait de rompre, j'ai écrit sur l'Espagne. Voilà. Mais c'est vrai que le plus souvent, cela mûrit en moi. Et donc, soudain, ce mûrissement, il arrive à éclore, et donc, à partir de là, je peux écrire. Est-ce que tu travailles sur tes poèmes aussi? Tu changes plus tard ou bien ils restent tels qu'ils sont? Non, au début, j'étais un peu dans l'idée de l'adolescence, du premier jet, c'est génial, etc. Et bon, ça, je l'ai très vite abandonné. Et plus exactement, donc, j'ai une trame d'écriture. Et ensuite, je la retravaille. Je la travaille, jusqu'à ce que les poèmes me paraissent tenir. Et donc, une fois que je pense que ces poèmes tiennent, je peux les dire et je peux les présenter à l'édition. Et donc, je fonctionne souvent comme ça. Et le premier poème, premier recueil publié, c'était quand? C'était en 1978 le recueil avait pour titre « Dans l'écart au cœur ». Alors, c'est un premier recueil d'inspiration fortement surréaliste, puisque, bon, ça a été publié en 1978, mais ce sont des poèmes que j'ai écrits entre 17 et 22, 23 ans. Donc là, effectivement, il y a une très forte présence du surréalisme. Et ensuite, en 82, j'ai publié un autre recueil qui a pour titre « La terre à goût de langue ». Et celui-ci, j'ai un peu décalé par rapport à l'écriture surréaliste, où je me suis investi dans ma relation à un lieu. Bon, ce lieu précisément, c'est la région de l'Aubrac, qui est dans le sud du Massif central. Une sorte de plateau très herbeux avec pas mal d'animaux, les vaches, etc. Et donc là, j'ai essayé d'écrire sur ce lieu-là. Et à partir de ce recueil, c'est une veine qui ne m'a pas, enfin, que j'ai toujours poursuivie. C'est-à-dire, j'aime bien relater dans des poèmes mon approche d'un lieu, d'une géographie. Voilà. Et à part André Breton et les surréalistes, les gens, les auteurs, les poètes qui t'ont inspiré, marqué dans ta création, oui. laissez une trace. Oui, je dirais, bon, évidemment Rimbaud, enfin je dis évidemment, c'est Rimbaud, disons Baudelaire essentiellement aussi, et puis donc Apollinaire, René Char, et en remontant jusqu'à aujourd'hui, Francis Ponge, Philippe Jacotet. Et puis dans la modernité, il y a tellement de poètes que j'apprécie. Patrick Hillier par exemple, qui est en ce moment invité au festival, que j'ai rencontré en 2017, et nous avons bien établi des liens d'amitié. Donc Patrick Hillier, Serge Pey, Michel Cauzin. Michel Cauzin est le fondateur d'une revue de poésie, Encre Vive, qu'il a créée en 1960 alors qu'il était étudiant à Toulouse. Il est décédé l'an dernier au mois de juin, et à un moment donné il m'a appelé pour faire partie du comité de rédaction de la revue Encre Vive. Donc j'ai accepté, c'était au début des années 90, et puis on s'est posé la question, l'équipe d'Encre Vive, si on continue la revue ou pas. Et puis finalement, avec Eric Chassefière, qui habite maintenant Frontignan, nous avons décidé de continuer l'aventure d'Encre Vive. Donc c'est une revue qui est tout à fait modeste sur le plan objet, dans le sens où c'est un ensemble de feuillets dans le format A4, maintenant qui est devenu un format A5, dans lequel donc 3 collections se développent.
une collection qui est la revue Encre Vive elle-même, qui publie des auteurs. Ensuite, la revue Encre Blanche pour des nouveaux auteurs, des jeunes auteurs qui font leur premier pas dans le domaine de la poésie. Et puis une collection qui tenait à cœur à Michel Cozem, qui est la revue, la collection Lieu. Lieu, c'est-à-dire le rapport d'un poète à un lieu. Alors le lieu, ça peut être géographique, ça peut être l'amour, ça peut être le temps, peu importe. Mais ce qui est remarquable, c'est que depuis 1960, cette revue a publié environ 2000 titres, de 300 à 400 auteurs. Donc je faisais partie de cette équipe de Michel Cozem qui se poursuit maintenant. Voilà, puis récemment, j'ai rencontré donc Jacques André, éditeur, à qui je proposais un manuscrit, et il m'a répondu immédiatement qu'il acceptait de le publier. Donc ça devait être fait en 2020, mais il y a eu le Covid, et donc il est sorti fin 2022, début 2023. Voilà. Et c'est Encre Vive, c'était en fait une revue mensuelle ou bimensuelle? Alors, si tu peux parler un petit peu de ça. Oui, au début, cette revue publiée comme, au fur et à mesure qu'arrivaient des manuscrits. Puis la revue elle-même a consacré un auteur par mois, donc 12. Et dans les autres collections, alors là, c'est vraiment la richesse, l'abondance. Puisque donc pour arriver à 2000 titres, dans l'ensemble des 3 collections, il faut pas mal publier. Ouais. Et est-ce que c'est la revue en tant qu'équipe? Est-ce que vous avez fait un index de tous les titres? C'est très important oui, aussi. Oui, cela existe. En ce moment, donc, Éric Chassefière s'occupe d'un site sur lequel est répertorié, ou va être répertorié la totalité de tout ce qui a été publié. Ça sera ouvert, tous les titres aussi? Les titres aussi? Oui. Ah, c'est génial, c'est très important. Oui. Et qu'est-ce que tu penses de la poésie actuelle francophone? Si tu suis sur la France, il n'y a pas de problème, mais oui. Donc, j'habite à Aurillac et donc il me tient à cœur de présenter à Aurillac des poètes contemporains. Et donc j'avais proposé en 2005 au directeur du théâtre d'Aurillac de consacrer un espace de poésie dans sa programmation. La condition était que les poètes soient défrayés de leurs frais de transport et d'hébergement. Ça a été accepté. Et donc depuis 2006, cet événement, je l'ai intitulé « Les moments poétiques d'Aurillac ». Et donc à ce jour, depuis janvier 2006, j'ai invité plus de 120 poètes. Et donc mon souci, ou mon idée, est de présenter au public d'Aurillac, autant que possible, une grande diversité des écritures et des voix contemporaines. Donc je ne me fixe pas sur un type de poésie, j'essaie d'ouvrir le champ poétique à Aurillac pour que le public puisse se rendre compte qu'il y a des formes d'écriture nouvelles qui apparaissent, qui sont le résultat de recherches, du rapport au monde aujourd'hui. Et donc, je suis assez, soucieux de maintenir cette idée-là. Par exemple, Patrick Hillier, je l'ai invité. J'ai invité Antoine Simon. Donc, ce sont des écritures différentes, mais en même temps qui élargissent le champ de la poésie. Donc, et de sorte que finalement, plutôt que de parler de la poésie, j'aurais plutôt tendance à parler des poésies contemporaines. Donc il y a des poésies intimistes, évidemment, il y a des poésies sonores, et puis bon, il y a tout l'éventail de lyrique, épique, etc., etc. Soit la revue, soit les petits festivals ou les autres choses que tu organises,
Et ce sont seulement les poètes français ou francophonie, ou il y a des poètes étrangers aussi? C'est comment? Alors, une des contraintes de ces moments poétiques est le budget, de sorte qu'il est très difficile d'inviter des poètes venant de l'étranger. Et donc, les temps sont difficiles sur le plan financier, et de sorte qu'il faut que je trouve des poètes qui puissent permettre au théâtre de les financer. Et donc, je me contente de choisir des poètes qui vivent en France. Et dans la revue? Dans la revue, il n'y a pas cette contrainte-là, par exemple? Ah, pas du tout. Et non, dans la revue, cela peut être... C'est comme on dit, il y a des... Oui, ok. Oui, bien. D'ailleurs, parfois, on réalise des numéros spéciaux, poésie du Maghreb, poésie portugaise, poésie roumaine, enfin, il y a vraiment italienne, enfin, il y a pas mal de... Et la traduction poétique, est-ce que tu voudrais dire quelque chose là-dessus? Alors, j'ai très peu d'expérience dans ce domaine-là. Donc moi-même, je ne suis pas du tout traducteur. Mais on lit les poèmes en traduction. Oui, voilà. Oui, mais moi, évidemment, je lis les poètes. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle aussi je suis à Sète. Je prends plaisir à assister à la lecture de poètes qui viennent d'autres pays que la France, parce que justement, même si je ne comprends pas, leur langue, elle est là, quoi. En fait, et donc il y a un ton, un rythme, même parmi les poètes du Maghreb, entre un Libanais et un Marocain, même si je ne connais pas du tout, ils parlent la même langue, mais en même temps, c'est pas la même langue. Autrement dit, ce qui est important aussi en poésie, c'est l'éclectisme des accents. Ça me paraît important, le fait que on parle à partir de ce qu'on est, de la voix que l'on porte, et cette voix, elle a une identité, c'est un accent. Donc un poète, par exemple, ne serait-ce que pour parler de la France, moi j'ai un accent du Sud, mais il y a des poètes qui ont de l'accent de Bretagne, d'Alsace, de Provence, du Pays Basque, etc. Donc, et je crois que c'est tout cela la richesse de la poésie. Est-ce que la poésie, l'art, est un besoin, une nécessité, une première nécessité pour les gens, pour les autres? Pour toi, oui, mais pour quiconque dans la rue? Là, je crois que c'est assez compliqué parce que les humains sont pris par leur propre vicissitude, leur métier, et donc il n'est pas du tout évident que tous les humains, hommes, femmes, y compris les enfants, puissent accéder à la poésie, soit par l'écriture, soit par la lecture, et soit par l'audition. Et donc, pour moi, c'est assez compliqué. Je comprends que certaines personnes sont complètement étrangères à la poésie. Mais ça ne me dérange pas. Moi, par exemple, la poésie, j'y suis dedans. Hein. Mais je vois que mon voisin n'est pas du tout dans la poésie. Lui, il est dans la montagne. Son rêve, c'est l'alpinisme. Un autre voisin, il est mécanicien. Et tous les jours, il a le nez dans le moteur de la voiture ou de la moto, mais réellement. Et on discute et on parle. Et je crois que c'est tout ça l'humanité. Peut-être s'il y a des passions pour tous ces métiers-là, on peut dire que c'est leur poésie déjà. Voilà, c'est exactement ce que je pense. Oui, c'est tout à fait. Oui. Et en tant qu'organisateur, en tant que, comment on dit, membre du comité d'une revue, je te considère comme un éditeur aussi. Donc c'est un éditeur avec des sens larges, bien évidemment. Et qu'est-ce que tu penses à propos de la place des femmes dans la poésie par rapport aux années précédentes? Tu as vécu tout ce temps-là. Oui. Est-ce que c'est amélioré? Est-ce que c'est mieux?
Ah ben, moi, comment dire, je ne sais pas s'il y a une écriture féminine. Je ne me pose pas cette question-là. Mon idée est que dans la revue, mais également dans les poètes que j'invite dans les moments poétiques, j'essaie qu'il y ait, à partir de mes choix, qu'il y ait autant de femmes que d'hommes poètes. Donc j'essaie de présenter, je ne me fixe pas comme contrainte une parité 50-50, mais j'essaie autant que possible d'inviter des femmes poètes parce que on est dans un temps où effectivement on est dans la recherche et la consolidation de l'égalité entre hommes et femmes, et également en poésie. C'est vrai qu'on découvre des voix de femmes, et ces voix de femmes, il faut qu'elles soient entendues, qu'il faut qu'elles puissent s'exprimer. Comme tu disais tout à l'heure, tu parlais des accents. Ça aussi, c'est important, l'accent parfois féminine. Oui, oui, bien sûr. Même c'est déjà la voix. Oui. Bon, par exemple, hier soir, j'étais au jardin du Château d'Eau pour écouter un chanteur qui a mis en musique les poèmes d'une poète que j'apprécie beaucoup, que j'avais invitée d'ailleurs à Aurillac, Colette Gibelin. Voilà, et donc c'est une voix qui me paraît importante dans la poésie d'aujourd'hui. Est-ce que tu fréquentes au marché de la poésie à Paris? Alors, mon problème, c'est que c'est assez loin. C'est assez loin. Bon, il faut se loger, c'est assez compliqué. Bon, parfois, je réussis à trouver un ami ou une amie qui me prête une partie de son appartement. Et donc là, effectivement, donc l'an dernier, par exemple, j'étais au mois de juin 23, oui, j'étais au marché de la poésie. Bon, là, c'est énorme, quoi. Voilà, j'aimerais bien avoir tes impressions là-bas, et c'est les impressions de ce festival. Oui. Tes impressions, en fait, tu peux parler un petit peu de ton festival aussi, s'il te plaît, quand même. Alors, le festival, comment dire, le marché de la poésie, comme son nom l'indique, c'est un marché. Et donc, c'est plus le monde de l'éditeur que celui de l'auteur. Alors que ici, c'est à travers les éditeurs évidemment, c'est un festival où la prépondérance est accordée aux auteurs, aux poètes, femmes et hommes. Donc, pour moi, ce sont deux situations vraiment différentes. Ici, j'ai été invité une fois, mais je viens, quand je le peux, régulièrement assister ici pour retrouver des amis, poètes. Donc, nombreux ont été invités à Aurillac, mais également pour faire des découvertes. C'est très convivial, en fait, voir les différentes voix. Oui. Mais c'est, comme on dit, par rapport aux années précédentes, c'est devenu de plus en plus réduit, je suppose. Oui, mais je crois qu'il y a un problème. C'est normal. Un problème budgétaire, politique. Oui, et politique culturel. Aussi. Oui. Merci beaucoup, Jean-Louis. Merci à toi de me permettre d'exprimer quelques points sur la poésie, sur ma poésie, sur l'ensemble, ma vision, etc. Oui, je suis venu donc cette année en curieux au festival avec ma compagne Françoise, et donc je n'ai pas du tout amené de livres. Bon, il se trouve que l'éditeur chez lequel a été publié ce dernier livre, La Rumeur, le Fracas, est donc ici présent, et donc je ne peux lire que parce que je n'apprends pas mes poèmes par cœur, et donc je ne peux lire que quelques extraits de ce livre-là. Alors, La Rumeur, le Fracas, implicitement, c'est la rumeur, le fracas du monde, de la Terre. Et c'est le prolongement d'un premier livre que j'avais titré « Le vacarme du monde », dans lequel, justement, il y avait plusieurs parties, dont une, la première,
comment dire, parler de tous ces peuples qui sont en errance dans le monde, tous ces peuples qui sont chassés de leurs terres. Et donc je commençais par Palestiniens, 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 et je terminais par Palestiniens à nouveau. Et donc ce livre-là date de 2011. Et puis donc le monde continue, la terre continue, la guerre continue. Et donc La rumeur, le fracas, c'est un prolongement de ce premier livre, Le vacarme du monde. Alors pourquoi la rumeur, pourquoi le fracas? Parce qu'il y a un contraste, selon moi, entre la position de l'être que je suis, tout petit, dans le monde, le murmure que je peux apporter, et puis le fracas de tout ce qui se passe dans le monde et qui au moins dérange, qui détruit, etc. Et donc, ce livre-là comprend 4 parties, que j'appelle mouvements. L'un se passe au bord de l'océan, dans la région des Landes, des Pyrénées-Atlantiques. Le second se passe en Bretagne, sur les îles de la Bretagne aussi. Le troisième se passe ici, au bord de la Méditerranée, entre Port-Vendre et Marseille, et 7 donc. Et le quatrième fait une sorte de synthèse entre ces 3 premiers mouvements, où j'essaie d'élever à un niveau, comment dire, que je qualifierais de politique. Mais avec l'idée de ne pas faire un texte militant. C'est pas du tout mon propos. Et donc, dans ce livre, j'essaie de rassembler cette première voie dont je parlais tout à l'heure, qui est une voie de la recherche de la beauté dans le monde, et puis de cette deuxième voie qui est portée d'une façon poétique, le désastre du monde tel qu'il se produit aujourd'hui. Voilà, donc je peux lire quelques passages. Donc je commence par le premier mouvement, auquel j'ai donné comme titre « Le ciel, l'eau, la terre, la forêt ». Nous marchons à la lisière des pins et des chênes-lièges, sur des chemins de sable. Le soleil à la verticale. De façon aléatoire, le vent éparpille le semblant de silence. De l'absence de bruit, au fond sonore du monde, il n'y a qu'un pas. Puis d'autres, aiguilles et feuilles dans le souffle marin. Les murmures des arbres là-haut, entrelacés à l'autre murmure, car loin là-bas la rumeur, pour l'instant à peine audible. Nous marquons le pas. Nous cherchons dans le fouillis du silence à deviner la rumeur maritime, selon la distance dans la permanence du monde entre la respiration océane et la torpeur du bois, dans les limites du rythme que la marche impose. Rumeur au fracas, selon l'écart entre l'eau et nous, le son donne le ton, le mot viendra après. Il faudra nous approcher avant de prendre de plein fouet la noria des vagues pour éprouver le glissement de la rumeur dans le fracas. Il y a rumeur, bien sûr, parce que nous sommes en quête de l'océan, à sa marge. Ailleurs, il s'agit d'une autre rumeur, ou d'une autre, et le fracas n'est pas loin. Un autre fracas, ou un autre encore, sans fin. Rumeur au fracas, seule l'étendue nous séparant du bord de l'océan module la confusion ou la distinction sensorielle entre les syncopes maritimes dans l'impermanence du monde et la respiration océane dans sa permanence. Entre la courbure de pierre et la plage, un soleil étrange, mou, translucide, émerge d'entre les soleils morcelés dans les trous d'eau, reflet moiré des éléments. Il tremble, s'étiole et gît, comme médusé d'échapper à la vie, comme pétrifié par la mort, désastre quotidien des marées permanentes.
nous-mêmes médusés, saisis par l'émergence lente là-bas à l'horizon, à la frange du visible, d'une barre flottante se mouvant, et d'une autre, serait-ce un ignominieux nocher moderne menant le monde, moyennant péage abject vers l'oubli de l'humanité? Serait-ce le passeur des cauchemars ou des rêves, de la mort ou de la vie? Serait-ce le passeur ignoble des futurs trépassés? Combien de radeaux de la Méduse dérivent sans fin en une cohorte exacerbée des violences humaines? Le temps est obscène, où parmi les cadavres animaux des dorades déchiquetées, poulpes amputées, raies dézélées, flottent les corps d'enfants, de femmes, d'hommes sans vie, jusqu'à leur chute dans les abysses, ou jusqu'à leur échouage sur les rives des océans et des mers. Ces bateaux dans les lointains, sont-ils les passeurs de la mort ou les ouvreurs de la vie? Nous scrutons l'horizon flou, tandis qu'au plus près, mouettes et goélands se disputent les étoiles maintenant éteintes. Ces embarcations sont-elles des convois de mort ou des lieux de vie? Charrois orientés par des charrons sans vergogne, alimentant les cimetières marins de charognes humaines, ou chalutiers manœuvrés par les travailleurs de la mer, nourrissant enfants, femmes, hommes. Les mouettes et les goélands ajoutent au fracas du monde leur stridence. Dans le sillage des bateaux, sont-ils simples oiseaux qui dentellent leurs filets à l'affût des restes, ou esprits des humains s'échappant des cercueils flottants entre deux eaux, avant de sombrer et vociférant leur colère et leur impuissance? En nous, le fracas d'un monde, sens dessus-dessous, disloqué, émietté, éparpillé, ne cesse de propager ses ondes, fracas aux rumeurs d'un moment et d'un lieu, d'un espace-temps, dirait-on, de détresse. Alors, maintenant, je passe au troisième mouvement, qui est le mouvement où c'est le lien avec la Méditerranée, et donc inspiré par Port-Vendre, Sète et Marseille. Nous marchons sur le chemin de calcaire entre les roches vers la crête de l'île, serpent blanc sous le soleil incandescent. Le chuintement des cystes, tremblant dans la brise chaude de l'été, ébranle le silence. Ici, malgré la profusion des plantes, aucune outrance, sinon la démesure de l'infiniment petit. Le temps est affalé sur le paysage comme un arrêt de l'écoulement de lui-même, comme une pétrification entre moiteur et torpeur. Tout autour de nous est plongé dans la blancheur. L'île est blanche, non de neige hivernale, mais blanc d'une offuscation de la vision, blanc du tarissement des couleurs. Étrangement, le fond sonore du monde étouffe le bruit des vagues, réduite à une rumeur si étroite qu'elle ne trouble la quiétude de l'instant, comme si la monochromie de l'espace était l'effet de l'écrasante uniformité du temps, au point de donner l'illusion qu'il arrase le relief de l'île. Dans les criques profondes, le cirque incessant des insectes cisaille l'air, décompose le silence, en autant de notes que possible, jusqu'à son évanescence. C'est le creux de l'heure, quand l'absence de vent est un répit pour les oiseaux, les plantes et nous qui nous arrêtons de marcher sous la chaleur de midi. Stase, quand le soleil seul liquéfie le monde, les ondes vibrent, les essences s'apprêtent à enflammer l'île. Nous avançons vers les ruines du fort, planté là-haut, maintenant fondu dans les rochers. Le bleu presque blanc du ciel se perd dans le bleu argenté de la mer. Nos pas découvrent l'épure du paysage au fur et à mesure de l'avancée vers les hauteurs. Le vaisseau immense de la Grande Bleue est immobilisé entre matière et vapeur. Monstre couvert d'écailles luisantes sous le feu du soleil, prêt à avaler ceux qui sont en mer, entre vivants et morts, ni vivants ni morts. Depuis le chemin élevé taillé dans la roche, où émergent quelques plantes à la merci des éléments, la mer n'est qu'un murmure régulier, à peine une rumeur, juste une plainte, peut-être celle des homériques héros abandonnés, qui n'en peuvent mais de n'être plus que des mots
sinon des mots. Dans le présent qui s'éternise, les gabians s'acharnent à relier temps et espace, leurs envols cousent les lambeaux des uns à l'infinitude de l'autre. Leurs mouvements sous conjoignent dans leurs orbes pressants les parcelles des paysages, ne laissant aucun interstice pour une possible échappée vers l'infini. Au contraire, les oiseaux enserrent l'infini dans les mailles des filets invisibles que dessinent leur trajectoire et le nouent à la finitude de l'île. Leur stridulation colmate l'air de leurs bulles sonores, expulse le silence dans les lointains, où le vacarme du monde que l'on pressent nous est inaudible, où son horreur masquée existe par le savoir que nous en avons. Alors le dernier, c'est comme je disais, le quatrième mouvement, c'est le mouvement où j'essaie de rassembler les trois premiers d'une façon beaucoup plus politique. Mais bon, ce que je vais lire là, peut-être, c'est juste le point de départ. Nous marchons, entre chien et loup, quand la rumeur et le fracas se fondent dans le silence. Nos pas accompagnent le jour s'effaçant dans la nuit. Chemin bordé par l'horreur et la merveille. Chemin du monde, où l'oiseau, indifférent à l'ordre humain, à son désordre aussi, nous le rend habitable. Ne serait-ce que par le contrepoint au silence que son chant habille. Surpris par sa fragile beauté, ressaisissant le monde, sans cesse morcelé par la vague. Depuis le cœur de la mélancolie, s'élèvent les mots de Byron. Nous n'irons plus vagabonder au clair de lune, que le soleil noir de la mélancolie de Nerval vient assombrir. Oui, la mélancolie est flétrie, étiolée. Où est-il aujourd'hui, celui ou celle au souffle suffisant pour diffuser le parfum envoûtant de la tristesse dans les méandres du monde? Mais, tristesse ou encore colère, ou révolte, sont-elles la réponse au monde tel qu'il va ou ne va pas? Nous n'irons pas plus vagabonder sous le feu solaire quand se fanent les fleurs du vivant, pris dans les centrales de la puissance. Irons-nous encore et toujours goûter la vague abondée par l'infini ressassement, quand la mer transforme les formes informes de ce qu'elle efface en fantômes d'humains? Vague est-il le mot qui nomme la vague? Merci beaucoup, Gianni. Merci.